la Compagnie nationale des experts vous remercie d'avoir répondu favorablement à son invitation. Sur cette question des restitutions, vous savez, il y a eu de très nombreuses réunions, colloques, tables rondes. Et donc on dira encore une. Il y a une différence cependant, c'est que un certain nombre de questions, à notre avis, n'ont pas été, qui sont en rapport avec cette question des restitutions, n'ont pas été abordées, ou en tout cas pas au fond, dans ces colloques, tables rondes, réunions, etc. Donc nous avons dégagé quelques questions, vous avez pu voir dans l'invitation. Les restitutions peuvent-elles être traitées autrement que cas par cas? Ça c'est le centre évidemment. Mais ensuite, allons-nous vers une remise en cause de l'inaliénabilité des collections publiques? Les musées français doivent-ils tirer un trait sur leur vocation universaliste? Les restitutions ne sont-elles pas instrumentalisées pour le compte du soft power? Alors avant de passer la parole aux orateurs ici et de les présenter, je voudrais revenir sur quelques réflexions, quelques remarques qui ont été faites à l'énoncé et à la réception de l'invitation que vous avez pu avoir. En particulier, vous avez vu que sur cette invitation, sur donc la question des restitutions, figurait une photo de la Joconde. Et ça m'a valu quelques remarques, en particulier de gens bien intentionnés, d'amis d'ailleurs, qui me disaient mais c'est ridicule la Joconde, c'est ridicule, la restitution, Joconde, le rapprochement des deux est absolument ridicule. J'étais tout à fait prêt à assumer ce que j'avais considéré un peu comme une provocation, c'est-à-dire que j'avais mis la Joconde pour marquer un petit peu les esprits. Eh bien non, il ne s'agissait pas de ça. Le reproche qui m'était fait n'était pas tant d'avoir mis la Joconde, fait un petit scandale en disant mais non, jamais on peut restituer la Joconde, ce qui est le sentiment un peu d'un peu tout le monde. Alors quelle était la raison pour laquelle on disait que c'était ridicule? On disait que mettre la Joconde en rapport de la restitution, c'était ridicule. Non pas parce que c'était la loi, non pas parce que la loi protégeait la Joconde, mais parce que la Joconde avait été achetée légalement à Léonard de Vinci. Problème, parce que si ça n'est plus la loi qui protège la Joconde, mais si c'est sa provenance bonne, si vous voulez, sans tâche, dans ce cas, on peut dire que l'hémorragie guette le Louvre, parce que je crois que 80% des objets qui sont dans le musée, en particulier au Louvre, n'ont pas une provenance qui est, disons, politiquement correcte. Donc voilà, si vous voulez, comment on glisse, volins-nolins, du problème des restitutions des objets africains, certaines absolument légitimes, on y reviendra, d'autres non. Comment on passe à la possibilité, finalement, de restitution des objets qui sont dans les collections publiques. C'est-à-dire qu'on fait l'impasse du cadre juridique qui est la loi sur l'inaliénabilité des collections publiques. Alors donc, c'est déjà cette première image qui m'a été renvoyée, la Joconde, mais comment impossible, voilà, ça a été acheté légalement. Mais les questions que vous avez vues, que je vous ai vues tout à l'heure, les questions qui sont posées et discutées au cours de ce colloque, n'ont pas été épargnées non plus. En particulier, j'ai eu des réflexions toujours amicales, mais qui me disaient, mais vous parlez de l'inaliénabilité, le caractère universaliste des musées, est-ce que c'est pas un peu ringard? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de logiciel? Alors je crois que là on est au cœur du débat et je pense que la discussion va se dérouler. Je pense que les gens qui sont ici sont très au fait de toutes ces questions, beaucoup plus que moi. Mais au cœur du débat, vous avez vraiment la question du cadre juridique. Parce que si on reprend les questions, vocation universaliste. Vocation universaliste, un des exemples, c'est le musée du Louvre. Le musée du Louvre, il a été voulu par la Révolution française, il a été confirmé par les différents régimes qui se sont succédés. Et l'idée, c'était d'avoir un musée universel où on puisse rassembler des œuvres de toutes les époques, de toutes les civilisations, et qui puisse s'adresser au monde entier. Donc, c'était, si vous voulez, en rapport avec un cadre juridique, c'est-à-dire l'inaliénabilité des collections publiques, et en même temps ce qu'on peut appeler la gratuité des prix entre musées. Vous savez que l'équivalent pour un conservateur du serment d'Hippocrate chez les médecins, c'est le respect de l'inaliénabilité des collections publiques et la gratuité des prêts entre musées. Donc ça, c'est, cette question du cadre juridique est essentielle, avec un autre élément, qui est, si vous voulez, la conscience d'une population par rapport à ces problèmes, qui fait que, je pense ici, tous, nous avons été élevés dans la croyance que les objets qui étaient dans les musées
avait été soustrait à la circulation marchande une fois pour toutes, et pour qu'il soit mis à la disposition de tous. Donc la question, c'est, encore une fois, qui a été posée, mais qui est légitime après tout, on en discutait, faut-il changer de logiciel? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que déjà ce logiciel, c'est-à-dire la question de l'inaliénabilité des collections publiques, le prêt gratuit entre musées, a déjà eu quelques coups de canif. D'abord, première chose, vous savez que la plupart des présidents de la République qui sont succédés ces dernières années, que ce soit pour les ministres coréens parce qu'il fallait un contrat pour un TGV en Corée, que ce soit aujourd'hui Emmanuel Macron avec l'histoire du sabre, je pense qu'on y reviendra, il s'inscrit dans les faits, finalement, la possibilité que les présidents pouvaient utiliser les collections publiques pour des besoins politiques ou commerciaux, quitte à passer au-dessus des lois. Premier coup de canif, enfin pas premier chronologiquement, enfin un des coups de canif. Deuxième coup de canif, est-ce que vous savez que depuis 2007 et le rapport Juillet, les œuvres qui sont dans les musées sont considérées comme non pas comme des œuvres mises à la disposition de tout le monde, mais comme des actifs financiers. Et vous savez qu'il y a eu plusieurs tentatives pour dire il faut que les collections des musées puissent respirer, il faut laisser un peu tout ça circuler, c'est poussiéreux, c'est moisi, bon. Et puis d'autres allant plus loin, même en disant peut-être que les musées, s'ils veulent continuer à avoir leur activité, il faudrait qu'ils puissent peut-être acheter, vendre. Et enfin, autre coup de canif, si je puis dire, c'est les locations finalement payantes, puisque là c'est le non-respect, c'est lui de la gratuité des prêts entre musées, pour lequel je crois, il me semble avoir vu des contrats pour lesquels le musée d'Orsay, par exemple, est le champion, puisqu'il loue des œuvres impressionnistes pour des sommes qui sont relativement importantes. Alors, si vous voulez, à partir de cette question, qui est évidemment le point de départ de notre réflexion, c'est-à-dire des restitutions des objets africains aujourd'hui, c'est-à-dire la question qui est d'actualité aujourd'hui, des restitutions, des demandes de restitution qui sont souvent légitimes, mais parfois non, on y reviendra. Est-ce que ce qui se passe en ce moment avec la question des restitutions des objets africains, est-ce que c'est un nouveau coup de canif, ou est-ce que ça va être une brèche ouverte dans ce cadre juridique, et donc on pourrait assister à une explosion, je dirais, véritablement des collections publiques. Donc c'est un débat. Et j'en termine là-dessus en vous disant, avant de passer la parole, en vous disant qu'il y a aussi une autre réflexion qui m'est arrivée. En gros, mais de quoi ils se mettent, ces experts, qu'ils fassent leur expertise et qu'ils nous foutent la paix. Alors là, je répondrai très précisément. Premièrement, dans la Compagnie nationale des experts, vous avez des experts en art premier qui sont concernés directement dans cette question des restitutions, mais vous avez aussi des experts dans toutes les spécialités, donc qui sont intéressés à savoir exactement ce qui se passe au sein des collections publiques. Et enfin, dernier point, je dirais que la compagnie elle-même, si vous voulez, qui est attachée à la défense, qui est attachée à la défense de valeurs telles que les connaissances, l'identification, la préservation des objets. Vous savez que nous avons en particulier, nous sommes intervenus très précisément en rapport avec toute une série d'organismes contre le pillage des pays en guerre pour préserver ce patrimoine. Donc, si vous voulez, la CNE, bien sûr, chez nous, il n'y a pas de position officielle sur toutes ces questions. On peut avoir des divergences, des différences, on peut penser les uns les autres, mais une chose est claire, c'est que nous interdisons en aucune façon aucune question qui touche au domaine des arts et des œuvres. Alors, je vais donc maintenant passer la parole à nos intervenants. Alors, nous avons Claire Boublé-Leroux, qui est maître de conférence en histoire du droit. Vous avez Judith Chauffet-de-Fabry, qui est expert, membre éminent de la Compagnie nationale des experts. Vous avez, alors je suis dans l'ordre, Bertrand Bois, historien des arts primitifs. Vous avez Emmanuel Moine, qui est avocat à la Cour, et vous avez Didier Rickner, qui est journaliste. Voilà, donc en principe, nous avons 2 heures devant nous, un peu moins. Il y aura des débats qui dureront peut-être un peu plus d'1 heure, et ensuite nous passerons la parole à la salle, de façon à ce qu'il y ait un dialogue entre les gens qui sont ici et vous-même. Voilà, merci, je te passe la parole à Judith. Bonjour, je m'appelle Judith Chauffet-de-Fabry. Comme Frédéric l'a dit, je suis administratrice de la CNE et spécialiste dans le domaine des arts primitifs, Afrique, Océanie, Asie du Sud-Est et Amérique du Nord. Il nous a semblé, c'est pas assez fort, pardon. Il nous a semblé important aujourd'hui de tenir cette table ronde
concernant, dans un premier temps, les restitutions d'objets d'art d'Afrique subsaharienne provenant des collections publiques françaises demandées par Emmanuel Macron en novembre 2017 à Ouagadougou. Il semble nécessaire de se poser certaines questions en toute connaissance de cause avant de mettre en péril le socle fondateur du patrimoine universel français protégé jusqu'ici par le principe d'inaliénabilité. Ce garde-fou qui pourrait disparaître si l'on ouvrait la boîte de Pandore par le biais des restitutions. Donc on va commencer avec Emmanuel Moine, qui est donc avocat, sur le cadre du traitement des restitutions en cas par cas, en cadre juridique. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuel Moine, avocat à la Cour. Je vais vous dire quelques mots sur le régime juridique que vous connaissez vraisemblablement, mais je vais rappeler les grands principes du régime juridique qui s'applique à notre sujet, en faisant une distinction entre le cas des collections publiques et la manière dont s'exercent des actions en revendication de propriétaires qui revendiquent la propriété d'un certain nombre d'œuvres devant les juridictions de l'ordre judiciaire, pour vous montrer qu'à mon sens aujourd'hui il y a une différence de traitement entre les deux approches. Un premier mot d'abord pour restituer au sujet sa définition première. On parle de restitution d'œuvres d'art, donc on parle de restitution. Restitution, il suffit d'ouvrir le Larousse pour en trouver la définition. Selon le Larousse, restituer, c'est rendre quelque chose qu'on possède indûment. Dans le vocabulaire juridique cornu, bien connu des juristes, restituer, c'est le fait de remettre au propriétaire une chose dont il avait été privé indûment ou involontairement. On retrouve à chaque fois cette notion d'appropriation indue et ces deux ouvrages, je vais prendre comme exemple la restitution d'un bien mal acquis ou la restitution d'une chose volée ou perdue. Quelques mots sur le droit des collections publiques. Vous le savez tous, nous avons en France le Code du patrimoine qui protège les collections des musées de France, et notamment un article L451-1 alinéa 1er de ce Code du patrimoine qui dispose que les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont à ce titre inaliénables. Cette disposition est complétée par d'autres principes fondamentaux du sujet qui sont repris au Code général de la propriété des personnes publiques, et plus précisément à l'article L3111-1 de ce code qui dispose que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables, on ne peut pas les vendre, et imprescriptibles. Imprescriptible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour vous retrouvez dans votre grenier une œuvre d'art qui, à un moment de sa vie, appartenait au domaine public de l'État, vous ne pourrez jamais vous opposer à une action en revendication que l'État pourrait faire de cet objet qui appartient à son domaine public. Autre disposition à avoir en tête, l'article L2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui ajoute que ces biens sont insaisissables. Ces principes, on le sait, ne sont toutefois pas absolus, puisqu'il existe depuis 2002 une procédure dite de déclassement qui permet la sortie de ces biens du domaine public, sauf, ajoute le Code du patrimoine, article L451-7, article dont on va reparler, lorsque ces biens ont été incorporés dans les collections publiques par des dons ou par des legs. Selon donc toujours le Code du patrimoine, l'alinéa 2 d'un des articles que je citais tout à l'heure, toute décision de déclassement de ces biens, pour faire sortir du domaine public, ne peut être prise qu'après avis conforme de la Commission nationale des collections, dont l'origine remonte à la loi de 2002 sur les musées, dont la compétence a été élargie par la loi de 2010 à l'ensemble des collections appartenant au domaine public, commission dans sa dernière version qui a été installée le 21 novembre 2013. Cette question du déclassement est une question évidemment importante, puisque vous vous souviendrez peut-être que dans l'affaire dite de la restitution des têtes maoris détenues par la France, à l'origine, une décision de restitution a été prise de la tête maori du
du Muséum d'histoire naturelle, d'ethnographie et de préhistoire de la ville de Rouen. Décision de restitution avait été prise par la municipalité de Rouen. Décision qui avait été déférée à l'époque, nous étions en 2007, devant le tribunal administratif de Rouen, qui avait annulé cette décision de restitution précisément parce qu'il n'y avait pas eu de déclassement de cette tête-mairie. Cette décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juillet 2008. C'est donc pour remédier à cette difficulté qu'a été votée la loi du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France de têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections. C'est la même loi qui étend le champ de compétence de la commission que j'évoquais à l'instant. Il faut savoir que cette loi, elle est extrêmement brève s'agissant de cette question de la restitution. C'est son article 1er qui est d'une simplicité déconcertante et qui dit « À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les têtes maories conservées par les musées de France cessent de faire partie de leur collection pour être remises à la Nouvelle-Zélande. » Cette loi, vous savez qu'il y avait déjà eu un précédent, la loi du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud. Loi encore plus courte puisqu'elle ne contient qu'un seul article, qui est libellé à peu près de la même manière que celui que je viens de citer. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman cessent de faire partie des collections de l'établissement public du Muséum d'histoire naturelle. L'autorité administrative dispose, à compter de cette même date, d'un délai de 2 mois pour les remettre à la République d'Afrique du Sud. Donc, il existe effectivement des principes qui sont inscrits dans la loi. Il existe une procédure de déclassement, sous réserve que les objets soient entrés par l'aide, qui s'oppose à la procédure de déclassement, mais on voit bien qu'il suffit de prendre une loi extrêmement brève, extrêmement simple, à édicter pour faire sortir et restituer du domaine public et restituer aux gens qui les revendiquent des objets qui seraient rentrés dans celui-ci. Autre entorse, on pourrait dire, à ces principes, une autre pratique qui a été imaginée pour les contourner, pourrait-on dire, et pour restituer des objets, le prêt. On a évoqué tout à l'heure l'histoire des manuscrits coréens. Je le rappelle en quelques mots. 297 volumes de manuscrits royaux qui avaient été saisis par l'armée française dans le cadre d'une expédition fugitive en 1866 en Corée, ont été retrouvés en 1975 par un chercheur sud-coréen à la Bibliothèque nationale de France. Ces manuscrits vont faire l'objet d'un prêt de 5 ans renouvelable qui va être conclu entre le gouvernement français et le gouvernement de la République de Corée et qui va être validé par un accord intergouvernemental de 2011 conclu entre les deux gouvernements. Il est savoureux de lire dans cet accord intergouvernemental que ce prêt est considéré comme une opération unique qui ne crée en rien un précédent. Juste un mot complémentaire sur le sujet. Parallèlement à cet engagement et à ce prêt de manuscrits royaux coréens, une association culturelle coréenne avait saisi les tribunaux de l'ordre administratif français pour demander la restitution de ces manuscrits. Il avait été in fine répondu, son action avait été rejetée par une fois au tribunal administratif, puis à la cour administrative d'appel, qui avait jugé que il était indifférent de connaître les circonstances dans lesquelles les autorités françaises avaient à l'époque obtenu ces archives royales. C'était sans conséquence, disait la Cour administrative d'appel de Paris, sur leur incorporation au domaine public immobilier de l'État. Une affaire récente dont on va reparler montre que le fait qu'un objet ait été incorporé dans les collections françaises par un don est aujourd'hui totalement indifférent à une espèce de nouvelle pratique administrative dont on va beaucoup parler aujourd'hui. C'est l'affaire du sabre d'El Hadj Omar Tall, puisque
lorsqu'on reprend le communiqué de presse qui a été publié il y a quelques jours sur le site du ministère de la Défense, il est bien écrit dans ce communiqué de presse que ce sabre est à l'époque l'objet d'un don et a donc été incorporé dans les collections publiques françaises par un don, par un péché. Ce sabre peut être restitué, c'est l'intitulé du communiqué de presse du ministère de la Défense, au terme d'une convention de dépôt de 5 ans conclue entre la France et le Sénégal. Donc, des principes, une procédure de déclassement qui est, semble-t-il, peu ou pas utilisée, et des lois spéciales ou des prêts ou des dépôts pour permettre de sortir des collections publiques pendant un temps limité, nous dit-on, et en tout cas de sortir des collections publiques un certain nombre d'objets. J'en ai presque terminé, je vais vous dire quelques mots de la jurisprudence judiciaire sur le sujet, parce que j'ai le sentiment que lorsqu'on revendique un objet et qu'on va devant une juridiction de l'ordre judiciaire, lorsqu'on revendique un droit de propriété sur un objet, et là, on a un peu plus de difficultés et les principes sont davantage garantis par le juge judiciaire. On n'en trouve que des actions en revendication lorsqu'on regarde la jurisprudence judiciaire. On en trouve néanmoins quelques-unes. Cour de cassation, première chambre civile, 1991, République islamique d'Iran qui revendique la propriété de pièces archéologiques mises en vente à Bourg. Son action en revendication est rejetée. 20 septembre 2006, celle-là on la connaît davantage, le Nigeria demande la restitution d'un certain nombre de sculptures NOC qui sont proposées à la vente par un antiquaire parisien connu. Son action ne va pas prospérer, c'est une décision de la Cour de cassation du 20 septembre 2006. Pourquoi? Mais pour une question de pur droit, parce que le Nigeria a improprement fondé son action qui est en réalité une action en revendication, il a fondé sur la Convention de Paris du 14 novembre 1970. Je continue avec les décisions qui concernent la République de l'Équateur qui était intervenue pour empêcher la vente d'objets précolombiens mis en vente en 2007 et en 2008 par 2 maisons de vente aux enchères. C'est pareil, son action n'a pas prospéré pour des motifs qui sont des motifs de fond et notamment l'absence de preuve de la propriété des objets, c'est absolument essentiel à notre débat, et aussi pour le fait que la République d'Équateur était à l'époque incapable de rapporter la preuve de ce que ces objets avaient été illicitement sortis d'Équateur. On pourrait en citer quelques autres, vous les connaissez, ce sont les actions en référé qui avaient été engagées par les OPI, dont il y a devant l'instance de Paris, pour s'opposer à la vente de Max Katsinam aux enchères, actions en référé qui ont toutes été rejetées jusqu'à une dernière décision du 27 juin 1994 sur le sujet. Ça montre donc que, d'une part, les lois qui garantissent l'inaliénabilité des collections publiques, elles ne sont pas absolues. On le voit très bien. On peut, par d'autres moyens, sortir des objets des collections du domaine public de l'État. Et par contraste, lorsque une action en revendication judiciaire est engagée dans le juge judiciaire regarde de manière extrêmement précise les conditions d'acquisition et de possession de la propriété. Merci Emmanuel. On va passer la parole à Bertrand sur les restitutions au cas par cas dans les collections publiques et sur le fameux sabre aussi. Oui, alors moi je suis historien des arts politiques. Ah oui. Ça va? Vous m'entendez là? Oui. Alors, effectivement, quasiment 2 ans, jour pour jour, après les déclarations du président Macron devant les étudiants de Ouagadougou, face aux perspectives ou aux menaces de restitution, les musées concernés sont face au besoin, sinon à l'obligation, de mesurer la respectabilité de leur collection. Alors la question est de savoir s'il est nécessaire pour ce faire de reconstituer la carrière de chacun des objets qui appartiennent à l'institution afin de déterminer
s'il remplit les critères le classant dans la catégorie restituable. Cet exercice qui consiste à séparer le bon grain de l'ivraie n'est pas et loin d'être une formalité. Alors, en l'occurrence, si on connaît bien le parcours des objets, à partir du moment où ils sont entrés en Europe, grâce à un catalogue de vente, catalogue d'exposition, en revanche, les circonstances dans lesquelles ces objets ont été collectés sur le terrain sont nettement, et la plupart du temps, beaucoup plus obscures. Alors, on peut, au fur et à mesure des années de la colonisation, on peut avoir un certain nombre de catégories. La première, sans doute la plus ancienne, ce sont ce que j'appellerais les vrais méchants. En fait, ce sont des objets qui proviennent de saisies administratives, mais surtout des objets qui proviennent de pillages, de prises de guerre. Ils sont relativement rares et ils ont été effectués très tôt. Alors, je vais prendre pour exemple la Côte d'Ivoire, notamment parce que je la connais plus particulièrement étudiée. Et en fait, pour ce qui concerne ces objets, j'en ai recensé, qui sont facilement identifiables, j'en ai recensé 160 parmi les 4600 objets qui constituent la collection ivoirienne du musée du Quai Branly. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre avant de parler de restitution, c'est l'intérêt qu'elle représente. Sur ces 160 objets, 116 sont des poids à peser l'or, géométriques, donc du domaine à Caen, qui sont peu recherchés, on peut le voir en vente publique, et qui en fait subsistent dans les tiroirs des musées d'Abidjan et de Dakar. La deuxième période, et je dirais la deuxième catégorie, ce sont les provenances derrière les provenances. Alors, au moment, je parle là des années 10, c'est le moment où en fait, on assiste à un engouement des artistes pour les représentations d'Afrique et d'Océanie. Alors, en fait, cela correspond avec une période, en particulier pour la Côte d'Ivoire, qui est une période de conquête, de pacification du territoire, à savoir que depuis les années 10 jusqu'à la guerre, à la Première Guerre mondiale, le gouverneur Engoulevent a décidé la pacification réelle du pays et avec un terme qu'il a utilisé, qu'il appelait la manière forte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les donateurs des acquisitions au musée du Quai Branly, de gens comme Félix Fénéon, ça fait partie de l'actualité, puisque je vous conseille d'aller voir la très belle exposition au musée de l'Orangerie. Donc Félix Fénéon est un homme au-dessus de soupçon, tout à fait remarquable, et il ne cache pas avoir acquis ces objets oraux du centre de la Côte d'Ivoire, dont il était particulièrement friand, auprès d'un lieutenant d'infanterie coloniale, donc en 1913, qui répondait au nom de, ça c'est une plaisanterie entre moi avec quelqu'un dans l'assistance, au nom de Sauvray Berthier Allemand de Montmirail. Pour ce qui concerne toujours le musée de l'Orangerie, qui en fait abrite les collections données par Paul Guillaume, qui est un grand marchand du début du siècle, lui aussi, les objets à ce marchand font partie des collections du musée du Quai Branly, par donation ou par acquisition. Là, en l'occurrence, c'est exactement le même problème, la provenance derrière la provenance. C'est-à-dire que, ah oui, non, mais attends, moi, je finis, il a dépassé copieusement son temps, je garde ma présentation, s'il vous plaît. Bon, alors, donc, Paul Guillaume, bien qu'il n'y a absolument aucun journal de caisse et cahier des achats dans les archives très riches pourtant de l'Orangerie, mais on sait que Paul Guillaume, à cette époque, à partir de 1912, a donc publié dans les revues coloniales de l'époque, et en particulier dans l'Almanach du Marsouin,
des petites annonces pour collecter, comme il disait, les fétiches. Donc, ça, c'est la deuxième période, je dirais, la deuxième catégorie également. La troisième, mais je voudrais étendre un tout petit peu plus parce qu'elle a été sujet justement à un certain nombre de controverses, c'est la période des années 30. Se multiplient en fait les missions ethnographiques. Alors, ces missions ethnographiques, qui ont été qualifiées par les deux experts mandatés par le président Macron de rêve scientifique, je crois qu'il faut faire le point sur la période. Et en l'occurrence, c'est traiter les Africains avec beaucoup d'arrogance, de considérer que, comme il a été expliqué, en prenant par exemple la seule mission ethnographique Dakar-Djibouti, donc de Griol et Guéris, qu'elle s'était passée dans des conditions pas très déontologiques. En l'occurrence, il y en a eu énormément d'autres, et en particulier en Côte d'Ivoire. Et on a dit en l'occurrence qu'il y avait une telle suggestion entre le colonisateur et le colonisé que, évidemment, l'équilibre des échanges en était totalement affecté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le 14e, le 15e siècle, et même avant, en ce qui concerne la route de caravane, les Africains ont été confrontés au commerce. Et les récits des premiers navigateurs venus acheter de l'or sur les côtes du golfe de Guinée expliquent tous à quel point il fallait travailler avec des interlocuteurs qui utilisaient des poids faibles. On parlait des poids de l'or. Par ailleurs, les sculpteurs, à partir des années 20, les sculpteurs et leurs intermédiaires ont compris dès qu'il y avait un marché qu'il fallait s'y adapter et même le précéder. Donc, si on prend par exemple les collections rapportées par Griol et Guéris au musée du Quai Branly, on se rend compte qu'en fait, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des tiawaras, qui sont des ciliers très appréciés, qui viennent de l'époque de Bambara, en particulier de la langue du Niger. Et au moment où a été créé l'Office du Niger pour développer cette région en aval de Bamako, on se rend compte qu'il y a eu un engouement extrêmement important de la part des expatriés qui se sont tous fait faire leur signé Bambara. Donc si on regarde ceux qui ont été rapportés par Guillaume, on se rend compte que leur usage est extrêmement limité et faire partie effectivement de ces lots. Alors je ne parle pas des carnets de route des gens comme Ulbrecht, Ouzo-Duret, etc., tous d'ailleurs des Belges ou des Allemands, Louis Bellevert, qui montrent avec quelle facilité on pouvait se procurer dans la région du Mans, en particulier dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des masques à raison des palmarès assez extraordinaires, assez exceptionnels, 260 pour Mandenoud, 140 pour Ouzo-Duret, tout ça en même temps relativement limité, et dans ces carnets de route qui expliquent à quel point le marché est dynamique entre celui qui était en haut du marché de Dananais et le Libanais qui vivait à Mons. Donc tout ça, il faut remettre ces choses en perspective. Et j'en finis avec la dernière catégorie, disons, c'est celle qui s'est passée après les indépendances. L'historienne Maureen Murphy considère que 2 tiers des objets qui sont dans les collections privées ou publiques ont été acquis après les indépendances. Alors, parce que c'est hyper long, donc il faut que tout le monde puisse parler. On a fait une présentation historique avec Bertrand, juridique avec Emmanuel. J'ai besoin quand même d'en terminer avec un sujet d'actualité, à savoir le sabre qui vient d'être rendu par notre ministre, par notre Premier ministre à Dakar. Alors, je pense que Didier Ricard pourra revenir là-dessus après. Oui. Outre si vous voulez, la méconnaissance historique qui est associée à cette restitution, je voudrais, à l'occasion de la conférence au sommet de l'OCI, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération islamique qui a eu lieu à Dakar en mars 2008, et des controverses que le prêt de ce sabre déjà avait suscité, j'avais rédigé une petite note à l'époque à l'attention d'une fondation locale
Alors, je vous laisse, je ne vais pas vous le lire en entier, mais le musée de l'armée indique sabre ayant appartenu à El Hadj Oumar Tall, probablement pris par les troupes du colonel Archinard à son fils Amadou Tall lors des combats de Bandiagara, dans le pays de Gabon, en avril 1893. Si cette arme appartenait bien à El Hadj Oumar, ce que réfutent des édicts de la confrérie tidiane, il est fort douteux qu'il en ait passé commande directement à l'armurerie alsacienne de Kilianthal qui fabriqua sa lame. Son modèle, dit à la Montmorency, qui armait la cavalerie française, faisait également partie de la dotation de l'escadron de Spahis sénégalais, constitué par Faidherbe dès 1845 pour lutter contre le souverain toucouleur. Il serait juste de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles un soldat de l'armée française aurait pu être dépouillé de son arme lors d'une guerre opposant deux conquérants cherchant à établir leur hégémonie sur la région. On serait donc en droit actuellement d'en demander la restitution à son propriétaire initial, à savoir l'armée française. Alors on voit à quel niveau d'absurdité on peut en arriver si on ne fait pas preuve de rigueur et de discernement, ce qui n'a visiblement pas été le cas, avant de frapper le moindre objet de restitution. Voilà. Didier. Didier Guiner, de l'art et de la relation. Je pense qu'on peut parler longuement de tel cas, comment il est arrivé dans l'éducation publique française, etc. Mais ils en ont, objectivement, je vais être un peu provocateur, mais le gouvernement actuel n'en a vraiment strictement rien à faire. Effectivement, ce sabre, on apprend, je ne suis pas spécialiste de l'art africain, en tout cas, là c'est pas de l'art africain, c'est de l'art européen, on apprend qu'il n'a probablement jamais appartenu à son possesseur qui, entre parenthèses, à qui on veut d'une certaine manière rendre hommage, qui faisait des appels au djihadisme. Il faut juste appeler les choses par leur nom, et qui était à la fois un grand conquérant, un colonisateur d'autres pays. Il n'y avait pas que le Sénégal, le Mali et la Guinée. Donc acquérant-on au Sénégal, pourquoi pas au Mali et la Guinée, c'est ça, mais on se pose la question, est-ce qu'il faut rendre telle ou telle œuvre? D'abord, il y a la loi qu'il faut rappeler. Deuxièmement, j'ai entendu dire, bah oui, mais si c'est mal acquis, entre guillemets, si c'est une prise de guerre, si c'est un pillage, il faut le rendre également. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Des pillages de guerre, il y en a eu de tout temps. Des prises de guerre, les invalides en sont bourrés. Est-ce qu'on va les rendre toutes? Donc, mais sur le fond, je pense que c'est ça, sur le fond. Une fois qu'on va commencer à rendre, restituer, entre guillemets, parce qu'effectivement le terme est pas bon, des œuvres des collections françaises, sans se préoccuper du tout d'historique, parce que ça ne les intéresse pas, la preuve. Enfin, et plus grave encore, ce sabre, il a été prêté il y a 1 an à la demande de l'Élysée. C'est pas, normalement, les prêts, enfin bien sûr c'est de moins en moins vrai, mais les prêts, ça va se faire de musée à musée. Donc ça a été fait à la demande de l'Élysée il y a 1 an. Et comme par hasard, 1 an plus tard, on dit on restitue. Puis on s'aperçoit, parce qu'il y a eu le levée de bouclier du musée de l'armée, un peu du ministère de la Culture, pas du ministre de la Culture, parce que le ministre de la Culture, il retweet les tweets de M. Édouard Philippe, qui se félicite de la restitution. Mais bon, du ministère de la Culture, c'est le ministère de la Culture, il y a des personnes qui ont essayé de résister quand même. Mais bon, simplement, ils ne peuvent rien faire. Tout cela c'était écrit, cette restitution, entre guillemets, a été écrite, on s'en aperçoit 1 an plus tard. Et peu importe que ce sabre ait été légalement, pas légalement, que ça appartient aux collections françaises ou pas, on s'en fiche. On s'en fiche. Il y a une volonté très nette de mettre fin à l'inaliénabilité des collections. Ça passe également par cette sphère de restitution, dont on veut dire que c'est la morale, etc., en oubliant, par exemple, pour les objets du Bénin, on parlait beaucoup, on pensait que c'était par le Bénin que ça allait arriver, finalement ça arrive pour le Sénégal. Le Sénégal qui a très très peu d'œuvres en collection publique, parce que c'est un pays qui, depuis longtemps, n'a presque plus d'œuvres, parce que comme d'autres pays ont été marqués par le christianisme qui a détruit beaucoup de ses œuvres. Là, c'est l'islam qui a détruit. Il y a peu d'œuvres du Sénégal qui subsistent, en tout cas peu d'œuvres dans le musée français. Et la question n'est pas est-ce que c'est légitime ou pas, au cas par cas. De toute façon, le conservateur du musée des civilisations noires du Sénégal, de Dakar, qui l'a créé, de toute façon, nous on veut tout. Ok. Voilà, donc
je pense que c'est pas forcément nécessaire de se poser la question est-ce que cet objet-là c'est pas ça le projet. Le projet il est plus global. Il est plus global et Maître Moine parlait de la commission des collections, commission qu'on veut supprimer avant la fin 2019. Donc l'avis conforme de cette commission, comme il n'y a plus de commission, il n'y a plus d'avis conforme. Donc est-ce qu'on sera ensuite obligé de passer par la loi? Probablement. Mais déjà, ça réduit le... Donc il y a vraiment tout un mouvement ensemble. J'allais dire qu'il est de deux côtés. La fin de l'inaliénabilité était déjà dans les têtes. Hein. J'ai un ami, Alexandre Gadi, vous connaissez sans doute, qui avait vu avant les élections, il avait rencontré les conseillers d'Emmanuel Macron, le conseiller d'Emmanuel Macron, qui avait dit mais vous savez, toutes les personnes autour de nous veulent mettre fin à l'inaliénabilité. On lui avait dit ça. On peut vendre les choses qui sont... Donc il y a vraiment une volonté. Et puis deuxièmement, la volonté de restitution pour des raisons politiques, des raisons de construction, etc. Et on arrive à ça. Donc je crois qu'il faut peut-être éviter de se perdre dans des arguties juridiques, on n'en est pas là. On n'est pas là. Juste un mot, ça veut dire que le musée français n'est plus synonyme de protection des collections publiques. Ça veut dire que les collectionneurs qui voudraient donner ou léguer des objets au musée français peuvent raisonnablement se poser la question aujourd'hui de savoir si ces objets vont être conservés ad vitam aeternam dans les collections publiques. Donc ça, potentiellement, remet en cause la volonté des donateurs ou la volonté de gens de léguer des objets à nos musées, voire même simplement de les reprêter. Hélas, oui, d'ailleurs, on peut dire que cet objet a été donné, beaucoup des objets revendiqués ont été donnés, donc normalement ils ne sont pas aliénables. Alors la commission, effectivement, peut dire qu'on peut aliéner, qu'on peut déclasser une œuvre, sauf si elle a été donnée ou achetée, d'ailleurs achetée avec, si c'est un musée de province, si elle a été achetée avec les fonds de l'État. Ce qui veut dire que si c'est un musée d'État, on peut l'aliéner via la commission des collections. Demain, il faudra quand même une loi pour ces dons, et parce que je ne peux pas faire ça. Mais déjà, en supprimant cette commission des collections, on enlève un garde-fou. Alors on me dit, mais elle n'a jamais été réunie. Bah oui, pourquoi elle n'a jamais été réunie? Très peu. Parce qu'il n'y a pas de demande de la part des scientifiques, des musées, etc. Il n'y a pas de demande de déclassement. En plus, la commission est faite de professionnels qui sont contre les déclassements, qui sont pour l'inaliénabilité. Donc c'est une protection malgré tout assez forte. Une protection qui va sauter. Et demain, tout est possible. Et effectivement, bah oui, je pense qu'on assiste, mais depuis longtemps, mais on savait que ça allait revenir. Moi, je l'ai écrit plusieurs fois, et depuis que j'ai pris la tribune là en 2003, plusieurs fois, je suis revenu sur cette question d'aliénabilité, inaliénabilité de collection. Et on savait que ça allait revenir, et un jour, malheureusement, il faut craindre que ça finisse par aboutir à quelque chose. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui, mais je suis un peu inquiet. Est-ce que Claire pourra nous donner son point de vue sur le sujet? Alors moi, je suis historienne du droit, et c'est vrai que cette question de l'inaliénabilité des collections muséales m'a intéressée à partir de la publication du rapport Sarr-Savoy, dans lequel on pouvait lire qu'au fond, il était possible de contourner, de dépasser l'inaliénabilité en s'appuyant sur son esprit, sur l'esprit, le fameux esprit de ce mythe fondateur du droit public. Et donc la question, si elle concerne les collections muséales, elle concerne aussi le socle, au fond, de la domanialité publique française. Moi, je me bornerai à trois remarques. La première sur la constitution du principe lui-même, qui s'est faite autour de la notion de domaine, dans un souci de préservation du royaume et sous la pression de la population qui cherchait à limiter les aliénations trop généreuses d'un certain nombre de rois de France. Si bien que des légistes, mais aussi des assemblées représentatives sont intervenus pour réclamer une règle d'inaliénabilité d'abord, puis un principe plus fondamental dès 1329, ce qui est de l'énoncé de la règle, et à partir des États généraux de 1357, qui ont permis de dégager un principe général. Ce principe est élevé dans une certaine solennité, puisque dès 1361, le serment du sacre va intégrer une formule sur l'inaliénabilité du domaine, je cite, de la couronne de France.
Donc c'est un principe fondateur qui permet de limiter les initiatives privées du prince, et en l'occurrence, on peut évidemment être surpris de la manière dont s'est articulée, à partir du discours du candidat Emmanuel Macron, la polémique sur les restitutions en France. Ce principe, par la suite, a donné naissance, au fond, à une école, l'école des domanialistes, qui appelle au respect de ce principe. Et à ce stade, l'inaliénabilité est visiblement une arme au service de la souveraineté qui permet de freiner les dissipations, mais qui permet également de révoquer des aliénations antérieures et enfin de revendiquer des territoires qui pourraient intégrer le domaine de la couronne de France. Si bien que l'édit de Moulins de février 1566 consacre cette construction, la codifie, mais au fond ne fait que répercuter des règles inscrites très profondément dans notre histoire. Pour les joyaux de la couronne, pour les meubles précieux, ils bénéficient d'une protection depuis 1530 et sous le règne de Louis XIV, on voit l'émergence très nette du statut de bien mobilier inaliénable et qui va favoriser, et on revient à ce qui a été dit, les legs des grands collectionneurs. Et on trouve encore aujourd'hui des collectionneurs qui insistent sur le fait que le principe d'inaliénabilité a été un moteur pour donner en France plutôt qu'ailleurs. Un célèbre collectionneur américain qui a donné à la France et qui ne s'est pas caché de ce que l'inaliénabilité avait été le ressort de son choix de la France. Le principe est également en lien, et j'y insiste, avec la pratique des revendications. Et on assiste aujourd'hui quand même à la multiplication d'actions en revendication de l'État. Et il apparaît assez schizophrénique de souhaiter restituer de manière assez aléatoire un certain nombre d'objets, tout en maintenant une jurisprudence très offensive sur la revendication. Il faudrait être sans doute un peu plus logique. Ma seconde remarque porte sur le caractère absolu du principe qui a parfois été dénoncé, et il est évidemment faux de prétendre qu'il n'y a jamais eu d'exception à ce principe, et du reste, l'ordonnance de Moulins en aménage au moins 3, les apanages, qui permettent de dédommager les puinés de la famille royale, sous condition de retour en cas d'épuisement de descendants mâles dans le patrimoine public. Les engagements domaniaux, en échange d'une somme d'argent, qui sont également conditionnés à une clause d'éternel rachat en faveur de la couronne. Enfin, les biens de petite valeur, et du reste, aujourd'hui, le déclassement est quand même une procédure qui est extrêmement, dont la philosophie est conçue extrêmement étroitement, les biens de petite valeur qui sont inscrits dans le petit domaine de la couronne et qui, là, permettent au roi éventuellement d'effectuer des largesses. Au fond, toute cette philosophie, l'économie du principe montre bien qu'il est toujours au service de l'accroissement des biens de l'État. Et si bien que ça m'amène à la troisième remarque sur les solutions qui permettraient de dépasser l'inaliénabilité. Au fond, on a un exemple de dépassement de l'inaliénabilité, puisque sous la Révolution, la loi du 22 novembre au 1er décembre 1790 a levé l'inaliénabilité et a ouvert une période extrêmement funeste de dissipation du patrimoine public, du patrimoine commun, qui nous unit en tant que population, que peuple, qui a engagé un appauvrissement considérable du patrimoine, si bien qu'encore aujourd'hui, on rachète à prix fort des biens qui ont été dissipés à cette période de l'histoire, si bien que cette expérience de la levée de l'inaliénabilité, on l'a déjà. Si les services d'Emmanuel Macron souhaitent savoir à quoi conduit cette expérience, eh bien, il y a un certain nombre d'articles très documentés sur la question qui pourraient permettre de renseigner sur les abus qui ont été commis à cette période, et également un certain nombre de corruptions, évidemment,
qui sont passés par cette levée du principe d'inaliénabilité. Au fond, on est d'ailleurs on s'est assez vite accordé sur ce retour au principe fameux de 1566, et je vous renvoie à un arrêt de la Cour de cassation postérieur, de 1841, qui est revenu sur cette maxime fondamentale, c'est le terme employé par les magistrats, à propos d'un tableau du Louvre, Saint-Jean dans le désert, dont la jouissance avait été accordée par un haut dignitaire de l'État, un particulier qui en faisait la demande. Au fond, c'est cette expérience traumatique qui est trop oubliée aujourd'hui devrait nous permettre de modérer les initiatives qu'on voit se multiplier aujourd'hui et qui, effectivement, je rejoins les inquiétudes qui ont été énoncées, manifestent un désir de levier, et sans doute de levier patrimonial, mais qui concerne les collections muséales et qui pourrait bien concerner le domaine public dans son ensemble. Et ceci dit, dans un certain nombre de cas, ça a déjà commencé. Donc on a fait un état des lieux des choses qui sont envisageables, possibles et qui se sont déjà passées dans l'histoire. Donc c'est pas une surprise, ça fait une vingtaine d'années effectivement que les présidents se succèdent et veulent lever l'inaliénabilité. Pour quelles raisons, a priori? J'imagine économique, est-ce qu'on a des exemples là-dessus? Non, je voudrais juste, je vais répondre à votre question, j'ai essayé d'y répondre en tout cas, mais je vais rebondir. On voit donc que, même pas depuis les Moulins 1566, mais même depuis le XIVe siècle, l'inaliénabilité, elle est faite pour que les rois même ne puissent pas se séparer du domaine de la couronne. C'est-à-dire que ce que les rois n'avaient pas le droit de faire, les rois absolus, Monsieur Emmanuel Macron, excusez-moi, mais qui, un jeune homme de 40 ans, qui vient de la finance, qui fait de la politique depuis 3 ans, qui est élu légitimement, je ne l'ai jamais dit, mais pas très bien. Et tout d'un coup, il décide lui-même, tout seul dans son coin, qu'il va restituer ce que les rois de France ne pouvaient pas restituer. Posons-nous la question de 2 minutes quand même. Bon. Alors la question c'était, pourquoi ils veulent faire ça? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a la question des restitutions, où on entre dans une ère, vous savez, où il faut revoir l'histoire complètement, où tout ce qui s'est passé avant était forcément mal. Ben oui, on a évolué, on a progressé, et il y a des choses qui n'étaient pas bien au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, et qui sont considérées comme pas bien légitimement aujourd'hui. Mais revenir sur l'histoire, ça veut dire qu'on peut revenir sur tout. Alors on se fouette, on se fustige, etc., en oubliant encore une fois que par exemple des œuvres qui étaient... Donc on veut restituer, on veut réparer le passé. Je rappelle que le colonel Dodds, il a libéré les esclaves du roi du Bénin Béhanzin, il les a libérés, et il est encore célébré au sud du Bénin, dans la ville de Kétou, comme le libérateur de cette ville, parce que les esclaves Yarouba ont été libérés. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, mais dans l'esprit de nos politiques, on ne pense pas compliqué, on pense simple. Donc c'est pas bien, on rend, et comme ça on pourra se faire des amis dans le quartier, et on pourra vendre on va faire du business. Ça c'est l'aspect restitution. Et l'aspect parallèle, qui pour moi est parallèle, et qui se rejoint finalement, c'est l'aspect il faut faire respirer les collections. Ça c'était ce que disait le rapport de Juillet, je crois, les Juillet-Lévy, un rapport qui disait qu'il faut séparer les œuvres, on peut vendre des œuvres, et les œuvres dans les réserves, on peut les vendre, on n'en expose pas, on peut les vendre, on a des doubles, on peut les vendre, il faut les faire respirer les collections, donc on respire en étranglant bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut faire un peu d'argent, parce que, qu'est-ce que vous voulez, on n'a plus d'argent. Donc, et si on dit ça demain, le nombre de maires, j'ai encore eu un exemple il y a 2 jours, où quelqu'un me dit, un conservateur qui m'a dit, quand je suis arrivé, le maire a dit, mais il y a peut-être des choses dans la réserve, on peut se séparer. Donc si demain, on laisse la possibilité, ce sera open bar, et le risque existe. Le risque existe si on ne se bat pas. Donc un appauvrissement des collections pour des raisons économiques nécessaires, aussi il y a un problème de gestion des réserves dans les musées. Aujourd'hui on le sait, puisqu'il y a un accroissement, et donc j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles... Oui, mais les réserves, alors moi je suis le premier à dire qu'il faut exposer un maximum d'œuvres, et je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs qui mettent un tableau à un mur. Je pense que je suis très opposé à ça, il faut exposer un maximum, mais il y a beaucoup d'œuvres qui sont dans les réserves, qui sont des objets d'étude, des objets de connaissance, qui demain seront peut-être ressortis parce qu'on considère comme plus intéressants. Et si on me dit oui, mais il y a des œuvres qui n'ont pas d'intérêt, qui sont en mauvais état, qui seront jamais exposées, c'est vrai, mais à quel moment on va s'arrêter dans ce qu'on va revendre? Je ne sais pas.
qui décidera? Je ne sais pas, donc il faut mieux plutôt que faire des erreurs. Je prends toujours l'exemple de la Madone de Lorette, de la Vierge Lorette de Raphaël, du musée Condé de Chantilly, alors qui n'est pas inaliénable parce que c'est un musée de France, mais qui est inaliénable parce que c'est je pense que c'est dans le testament du duc d'Aumale. En tout cas, ce tableau, si on l'avait pu le vendre, on l'aurait vendu puisqu'il était dans la réserve considéré comme une copie. Pas de chance, c'était l'original, qui maintenant est à la place d'honneur au musée Condé. Voilà, c'est juste ça. Donc on a l'histoire, il faut pouvoir faire l'histoire des musées, donc les réserves sont utiles, sont importantes, ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent être plus présentées au public, ça c'est une autre affaire. Et on pourrait aussi parler de la fin de l'inaliénabilité comme une instrumentalisation du soft power, qui est un sujet cher à Frédéric, dont on a un peu parlé, mais assez peu. On a commencé avec le TGV et la Corée, donc c'est quelque chose, les manuscrits de Corée ont été restitués, mis en place pour 5 ans renouvelables, mais le TGV, on ne l'a pas eu, de toute façon. Oui, économiquement, ce n'était pas viable non plus. Oui, non, quoi? Vous entendez, là, je ne sais pas si vous voyez. Vous m'entendez? Oui. Moyennant quoi, ce qui vient de se passer à Dakar est quand même aussi assez intéressant parce que en même temps qu'on a donné, restitué ce sabre de la Gibraltar, on a vendu pour 3 patrouilleurs maritimes pour quelques petites centaines de millions de dollars. Donc on peut considérer que c'est une promotion de fin d'année. Achetez-moi ces patrouilleurs et en contrepartie, je vous offre un beau sabre historique. Donc ça revient à cette notion de soft power évoquée en ce qui concernait la Corée. Que les collections françaises peuvent servir de levier économique. Je rajouterais qu'on aurait vendu un TGV, ça n'aurait justement pas plus justifié ce qui s'est passé. Il faut savoir que comme c'est un prêt de 5 ans renouvelable, complètement fictif, allez essayer de récupérer ces manuscrits que l'État lui-même a dit était une restitution. Ça veut cependant dire que tous les 5 ans, il doit y avoir un renouvellement de prêt et puis que régulièrement, il doit y avoir des gens de la BNF qui vont au Corée pour s'assurer qu'ils sont bien conservés, puisqu'ils appartiennent toujours à la BNF. Vous imaginez le coût absurde, enfin l'absurdité totale de la chose. Est-ce que c'est la fin de la vocation universaliste des musées? Je ne veux pas me donner la parole peut-être. Non. Oui, très bien. Oui, un musée. Mais c'est les Lumières qui sont universelles. C'est l'esprit des Lumières qui est universel. On sait que l'esprit des Lumières maintenant va être attaqué. Voltaire est un horrible, je ne sais pas, esclavagiste. On abîme sa statue. Oui, il y a une notion d'universalité qui est l'opposé de ce qu'on voit actuellement. Un musée. Une des choses que je reproche à ceux qui demandent des restitutions entre guillemets pour les pays africains, c'est d'abord qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a beaucoup d'œuvres qui passent sur le marché, qui ne sont jamais achetées, sauf par des marchands français qui les donnent à des musées africains, ce qui est arrivé encore récemment, et qui ne sont pas achetés par les collectionneurs africains, qui pour les donner aux musées africains, qui ne sont pas achetés par les pays africains, dont certains ont quand même de l'argent. Bien, enfin, il n'y a pas que des pauvres en Afrique, il y en a énormément beaucoup malheureusement, mais il y a aussi des gens riches qui eux ne vont pas acheter ces œuvres qui ne sont pas chères et pour les donner au musée. Pourquoi ne pas constituer un musée, des musées en Afrique? Moi je serais assez partisan par exemple qu'on puisse, que ça se fait de temps en temps, pourquoi pas, sous forme d'aide, plutôt que de donner de l'aide perdue, qu'on achète des œuvres sur le marché, qu'on les donne à l'Afrique, et ce ne seraient pas des œuvres des musées qu'on aliénerait, ce sont des œuvres qui sont sur le marché, il y en a encore beaucoup, qu'on pourrait donner à des musées africains. Moi, ça, je ne suis pas du tout opposé à ça. Et la deuxième chose, c'est pourquoi en Afrique, on n'essaie pas d'acheter des collections européennes, occidentales, asiatiques. Pourquoi il n'y a pas de musée qui se crée? Ce qui est terrible, si vous vous rendez compte, c'est que le Bénin veut les œuvres du Bénin, le Sénégal les œuvres du Sénégal, le Mali, etc. Et donc, c'est une espèce de repli sur soi qui va à l'inverse de l'universalisme. C'est le nationalisme contre l'universalisme. Moi, j'ai toujours pensé, moi, je suis très européen, par exemple, très pour l'Europe. Moi, je suis pour l'universalisme et contre le nationalisme. Là, on assiste à des questions nationales et des personnes m'ont dit, des Africains m'ont dit, que dans certains pays, même le Bénin, par exemple, certaines restitutions passent mal d'idées parce qu'effectivement, ils ne sont pas très heureux d'attaquer tout qu'on vient de célébrer, le roi Béranzin, et
Et le roi Camsin qui lui-même a pillé à d'autres peuplades proches d'Abomey des œuvres dans ces guerres de conquête, et maintenant on va les rendre, qui sont peut-être dans d'autres pays. Il y a des, on parlait tout à l'heure du sabre, c'est un empire qui couvrait à la fois 3 pays. Donc vous voyez que c'est très compliqué en fait. Vous nous faites croire que c'est très simple, et c'est très compliqué. Oui, sur la vocation universaliste du musée, bien sûr, c'est la question de savoir si on va éteindre ces restitutions qui vont engager des revendications. Et à la limite, on pourrait maintenant réfléchir sur la question de savoir si le clergé pourrait revendiquer une partie d'un patrimoine qui a été spolié. Donc ça va ouvrir, effectivement, on parlait de boîte de Pandore, et ça peut nous mener assez loin, mais on a aujourd'hui l'habitude de lancer des idées sans avoir réfléchi tellement aux conséquences qui s'y suivent. Oui, la question de l'universalisme, on pourrait la reprendre sous un angle. C'est que moi, je me souviens, à l'époque du Musée de l'Homme, à l'époque de Jean Rouch, les Africains qui venaient au Musée de l'Homme se sentaient tout à fait à l'aise. Parce que, encore une fois, le Musée de l'Homme avait la manifestation d'une vocation universaliste, où tout le monde pouvait se sentir à l'aise, parce que les œuvres des pays africains étaient présentées dans le respect de ces traditions, dans le respect de leur histoire, dans le respect de tout ce qui leur représentait, et donc ils sont tout à fait à l'aise. Mais à partir du moment où on passe de l'ethnographie au marché de l'art, à l'esthétique, à partir du moment où les œuvres d'art deviennent des actifs financiers, à partir du moment où ce sont des leviers pour des opérations commerciales ou politiques, à ce moment-là, les chercheurs africains, en tout cas les pays africains qui pouvaient à la limite se sentir à l'aise dans ces musées à vocation universaliste, la tentation est de reprendre, oui, c'est à nous, on revendique. Donc cette question d'universalisme, elle est fondamentale. Je pense qu'elle est, c'est le corollaire de toutes les discussions, de tous les points qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Elle est mise en danger par les projets d'Emmanuel Macron depuis 2 ans. Quelqu'un va juste pour terminer, l'universalité, je suis universaliste, je ne sais pas si c'est dans le sens de l'histoire actuellement. On parle par exemple d'appropriation culturelle, et si on reprend le livre de Benoît d'Étoile qui parle du musée des autres, en parlant du musée du Quai Branly, en disant que ce n'est pas aux uns de parler au musée des autres. Donc cette notion d'universalité, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de disparaître dans cette société qui est une société des individus. Le musée du Quai Branly, qui est le seul en Occident à être dévolu entièrement aux arts primitifs. Ça n'existe pas ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Il n'y a que des sections. C'est une volonté de Chirac d'ouverture au monde. Peut-être On peut peut-être passer la parole à ça.